Patrick, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis Kitty Jenkins, je suis responsable de programme à Livebox. Quelques formalités à partager avec vous. Nous aurons une quarantaine de minutes de discussion par les membres du panel, puis 40 minutes consacrées aux questions que vous pouvez poser via le chat et nous essaierons de répondre à un maximum de questions. Autre chose importante, l'interprétation est disponible en français et en espagnol cet après-midi. Si vous souhaitez l'entendre, cliquez sur l'icône qui représente la Terre en bas de votre écran et choisissez le langage que vous préférez. Je vais maintenant donner la parole à notre président de séance, Dr. Emilia Gauch. Merci beaucoup, Dr. Gauch, d'avoir remplacé Dr. Maurizio au dernier moment. Dr. Gauch est responsable du département d'anesthésie de l'hôpital La Paz à Madrid. Elle fait partie de CEDAR et du WSFA. Elle est dans le comité d'anesthésie obstétricale. Yeah. I just realized that. Good morning, good afternoon, and good evening to whoever is joining. Bonjour à tous. Merci à vous, Kitty, de cette introduction. Et merci à Livebox d'organiser cette séance en ligne. Merci à nos sponsors, le WFSA. Livebox est une ONG qui a pour but de rendre l'anesthésie plus sûre à travers le monde. Avec cette pandémie, Livebox a donné la priorité aux stratégies d'assistance pour les collègues qui travaillent sur le terrain. Ce travail a inclus une série de webinaires sur des sujets importants qui sont pertinents pour les praticiens de l'anesthésie et qui travaillent sur le terrain. Merci à tous les membres de notre panel qui partagent leur expérience avec nous. Permettez-moi de présenter le membre du panel, Dr. Manjusha Shah, est consultante en anesthésiologiste dans la maternité navale à Solapur. Elle travaille également dans le centre de maternité, endoscopie et infertilité de Bombay, le centre Sion. Elle se spécialise dans l'anesthésie obstétricale et l'analgésie, ainsi que les opérations laparoscopiques. Elle est également consultante universitaire pour Livebox sur le travail d'anesthésie sûre et le travail en salle d'opération. Nous accueillons ensuite Dr. Edith Shimnes-Wokne. Elle est anesthésiste en Éthiopie, dans la maternité Gandhi. Elle joue également le rôle de mentor dans le cadre de la stratégie Livebox CleanCamp, qui travaille notamment en Éthiopie. Puis nous accueillerons Dr. Monica Siaulis, directrice du département d'anesthésiologie à l'hôpital Santa Juana de Sao Paulo. Elle est aussi directrice de l'anesthésie obstétricale à l'hôpital Santa Casa de Misericordia et travaille avec la faculté de médecine à Sao Paulo. Je tiens à remercier tous les participants. Nous avons tous été confrontés à des situations dramatiques dans lesquelles mères et enfants sont décédés. Et cette pandémie a vraiment mis une pression incroyable sur les services de santé. On a recensé 27 millions de cas de Covid selon l'OMS et il y a déjà eu, toujours selon l'OMS, 900 000 décès. La semaine dernière, on a recensé plus d'1,8 million de nouveaux cas et 37 000 nouveaux décès. Et en tant que praticiens de la santé, nous savons tous que cette pandémie est loin d'être finie. Des milliers de patients testent positifs ou sont vraisemblablement contaminés,
mais vont quand même avoir besoin d'anesthésie obstétricale à un moment ou à un autre. C'est une activité qui ne peut pas être interrompue, évidemment. Donc, notre volume de travail n'a pas décliné, mais pourtant nous avons dû travailler avec moins de ressources, des patients contaminés, peu de protocoles, pas assez de pays, tout en essayant de protéger notre santé et celle de nos collègues. Donc nous espérons vraiment qu'aujourd'hui, cet échange va permettre de faire ressortir des leçons, ce que l'on peut apprendre et répondre à des questions auxquelles nous sommes tous confrontés au quotidien sur le terrain. Questions qui découlent de la situation générée par cette pandémie, parce que nous voulons continuer à apporter un soin de qualité à nos patients. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent suivre ce webinaire en français ou en espagnol, utilisez la petite icône représentant une planète en bas de votre écran et vous pouvez sélectionner votre langue de prédilection. Passons maintenant à la discussion. Tout d'abord, je voudrais donner la parole au docteur Manjusha. Docteur Manjusha Shah. À vous de prendre la parole. Vous allez vous concentrer sur la sécurité de l'anesthésie dans le cas de patients testant positifs. Quelles dispositions à prendre pour des opérations de chirurgie liées à la grossesse. Bonsoir à tous, bonjour à tous, selon où vous êtes dans le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier Lifebox de m'avoir permis de rejoindre ce webinaire. Et c'est formidable que les personnes puissent suivre du monde entier. Je vais maintenant partager mon écran avec vous. So presently, in India, à l'heure actuelle, en Inde, nous voyons un nombre croissant de cas de Covid. Ces chiffres ne cessent d'augmenter et le taux de contamination des patients est très élevé. Même si on commence à avoir quelques progrès. Donc, le Conseil de médecine en Inde a conçu quelques recommandations, mais il est vraiment important d'avoir des recommandations adaptées au contexte du Covid-19. Et collaborer avec d'autres pays est fondamental pour nous aider à améliorer nos pratiques. Un point que je voudrais ajouter, c'est que on a vu une augmentation des tests, ce qui joue un rôle. On sait qu'environ 80% des patients, des personnes contaminées n'ont pas de symptômes. Mais les procédures générant des aérosols, du coup, sont problématiques et préoccupantes. Les protocoles évoluent constamment à mesure qu'on en apprend plus sur cette pandémie. Mais il est important aussi que vous compiliez vos propres données pour adapter les protocoles aux pratiques de votre hôpital
et en fonction des ressources que vous avez. Cependant, les principes de base demeurent les mêmes et s'appliquent partout. Il faut prendre toutes les précautions possibles pour la sécurité des patients et du personnel médical. Alors, quand on parle de sécurité dans ces pratiques médicales, il faut avoir deux choses à l'esprit. La sécurité de la parturiente, c'est très important, mais aussi la sécurité des praticiens. Il n'est pas possible de combiner urgence et pandémie. S'équiper prend du temps, par exemple. La préparation, elle se fait d'abord hors de la salle d'op. Il faut que le patient soit équipé d'un masque N95 bien ajusté. Ensuite, il faut transférer le patient via les couloirs verts et préparer le patient correctement en cas d'intubation nécessaire. Mais il faut que le personnel médical puisse avoir les EPI en place avant l'arrivée du patient. Et il est essentiel de suivre les recommandations et la checklist. Alors, pour les membres de l'équipe médicale, il y a des opérations qui génèrent des aérosols. Donc, c'est préoccupant. C'est pour ça qu'il faut avoir les protections suivantes, un masque N95 bien ajusté, une charlotte chirurgicale sur la tête, une protection pour les yeux, une visière, une blouse, deux paires de gants et des protections de chaussures. Alors, il faut essayer de travailler dans une salle d'op avec une pression négative de 12 à 25 échanges d'air par heure. Utiliser autant que possible des équipements jetables, une EPI de niveau 3 et limiter le nombre de personnel au personnel le plus expérimenté. L'anesthésie locale est vraiment la plus adaptée parce que ça génère le moins d'aérosols. S'il y a besoin de recourir à des procédures qui génèrent des aérosols comme une intubation ou extubation, il faut évidemment plus de précautions. Pardon, Emilia? Was the banging from inside your apartment? Dr. Sharp, do continue. Yeah. So we are always worried about these aerosol generating procedures. Nous sommes toujours préoccupés lorsque des procédures générant les aérosols sont nécessaires. Il faut des précautions dans la phase d'intubation. Il faut gérer le flot, l'apport d'oxygène. Et réguler autant que possible la ventilation. And always put viral filters like HEPA filter, HME filter. Allow other persons to enter the operation theater once the Il faut limiter aussi le nombre de personnes qui rentrent dans la salle d'opération. Ensuite, il faut bien ventiler après que le système de ventilation ait été gonflé et limiter les fuites autour du masque ajusté qui ventile. Il faut éviter de déconnecter le patient du système de ventilation autant que possible.
et essayer de recourir à des analgésiques adaptés pour relaxer le patient autant que possible. Now, what are the precautions to be taken during extubation? Alors, quelles précautions prendre quand on extube? And consider inline suction if it is available. Il faut éviter toute forme de succion excessive. Minimize cupping during extubation, or you can use a transparent polythene sheet. That can, but one can take the care of that to dispose it properly and roll it properly. Il faut penser aussi à bien disposer de manière sûre des pièces à usage unique. Et si un film plastique a été utilisé, en disposer de manière sûre. Mais il est clair que cette pandémie a complètement changé nos pratiques et que nous devons nous adapter à cette nouvelle forme de normalité. Donc, former le personnel via des simulations, par exemple, est important et faire des débriefings après chaque cas peut aider à améliorer les choses. Donc, Livebox a prévu un certain nombre de checklists que vous voyez à l'écran pour la pratique sûre d'intubation, d'extubation et les différentes phases préopératoires, pendant l'opération et post-opératoire et quand le patient quitte le service médical. Vous avez aussi la checklist de l'OMS qui est très utile. Donc, toutes ces précautions sont indispensables dans la pratique de l'anesthésie, en particulier si une anesthésie générale devient nécessaire. Merci beaucoup, Dr. Shah, pour cette contribution de grande qualité. Merci. Je voudrais partager avec vous quelques aspects de l'anesthésie régionale pour COVID-19, pour les césariennes ou pendant le travail. Permettez-moi de partager mon écran et je voudrais ajouter quelques aspects sur l'anticoagulation. Vous pouvez voir l'écran correctement et la présentation? Bien. Alors, j'espère que c'est le cas. Bien, c'est possible. Parfait. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas arrêter les femmes d'avoir des enfants. Donc, la pratique de l'anesthésie générale et de l'analgésie pendant le travail doit continuer. Et néanmoins, les pratiques de quarantaine et d'isolement nous ont affectés, mais on ne peut pas interrompre nos activités malgré cette vague de virus. Nous allons essayer de faire le bilan sur la situation actuelle. Maintenant, on en sait un peu plus qu'il y a 6 mois. Et on va parler d'anesthésie locale. Que faire quand ça ne marche pas? Partager quelques commentaires sur les EPI. Et dire quelques mots sur morbidité, comorbidité, les questions d'anticoagulation et essayer d'en retirer les leçons. L'article mentionné à l'écran a été publié récemment et donne un élément de comparaison entre la COVID-19 et le SARS. La COVID-19 semble moins sévère pour les femmes enceintes. Cependant, si on considère femmes enceintes et femmes non enceintes, il est clair qu'une femme enceinte contaminée est plus menacée qu'une femme non enceinte contaminée. Et la situation semble s'aggraver après le 7e jour d'hospitalisation. Quelles conséquences sur le fœtus et sur la natalité? Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de preuves de contamination via le placenta, même si on n'en est pas sûr. Et on a relevé quelques preuves de dégâts sur le placenta. Est-ce que c'est pertinent au niveau clinique ou pas? On ne sait pas encore.
et il y a dû avoir des accouchements avant terme pour les cas les plus sévères avec les risques que ça implique pour mère et enfant. Autre article publié récemment, en fait, il y a un lien entre les taux d'hospitalisation et le taux de mortalité, les accouchements avant terme et les taux de césarienne pour les femmes contaminées. Il semble clair que pour tous ces aspects, les risques sont plus élevés pour les femmes contaminées enceintes. Donc, pour ce qui est de la comorbidité et les facteurs de risque, pour les parturientes de plus de 35 ans, les risques sont augmentés. Et si l'indice de masse corporelle des parturientes est au-dessus de 30, là aussi, les risques sont plus significatifs. Donc, il y a aussi des comorbidités, en particulier l'hypertension, la prééclampsie et l'asthme, qui aggravent les risques pour les patientes. Voilà une série d'analyses pour la pneumonie chez les femmes enceintes. Donc, il y a plus de cas de toux, de dyspnée, et il est difficile en fait de faire la différence entre les symptômes de pneumonie et de COVID-19, mais faites bien attention parce que on a vu il y a quelques mois dans une publication très intéressante que près de 15% des patients, des femmes enceintes, qui testent positif au COVID-19 n'ont pas le moindre symptôme. Donc, maintenant, autant que possible, on teste toutes les femmes enceintes, symptômes ou non. Quel impact sur les accouchements? Eh bien, on avait presque 100% de césariennes pour ces femmes. C'est des chiffres qui viennent de Chine. Et il y a un taux de césarienne très élevé en Chine. Mais au niveau mondial, le taux de césarienne n'est que d'environ 14%. Je voudrais souligner quelques points qui ressortent d'une étude britannique de l'Association des anesthésistes obstétriciens. L'usage de bloqueurs neuraxiaux ne présente pas de contre-indication et en fait, utiliser une anesthésie locale est vraiment préconisé, surtout pour les femmes qu'on soupçonne d'avoir le virus parce que ça génère moins de risques et moins de problèmes qu'une anesthésie générale. Mais il est difficile de déterminer clairement quelles procédures sont les plus risquées et génèrent le plus d'aérosols et donc des problèmes. Donc, il faut vraiment qu'on adapte ces recommandations aux pratiques de nos hôpitaux respectifs. Il faut vraiment une checklist, éventuellement des simulations, afin d'éviter un échec de nos techniques. Donc, commencer à réfléchir avant la pose de la péridurale, assurer un suivi pendant la péridurale et après la péridurale parce qu'il faut qu'il y ait des précautions dans la pratique médicale. Il faut préparer hors de la salle le pays, les kits, les médicaments, les traitements qui vont être utilisés, préparer la salle. Par exemple, demander à la parturiente et à son partenaire de porter un masque, avoir le pays nécessaire pour les praticiens médicaux. Ensuite, quand la péridurale est mise en place, là, les experts interviennent. Et il faut vraiment bien préparer tout cela pour limiter les risques additionnels de contamination. Ne pratiquez
opération pouvant générer des aérosols avant d'avoir vraiment vérifié que le bloc est stérile, que tout a été nettoyé correctement. Mais parfois, dans jusqu'à parfois 40% des cas, une césarienne est nécessaire. Alors, comment faire ces césariennes? La clé, c'est clairement la communication pour éviter, comme Dr. Shah l'a évité, des césariennes de catégorie 1. Si on peut amener la parturiente avec le pays en salle d'op et compléter l'anesthésie, ça peut être la meilleure solution. Ne cherchons pas à innover. On a des procédures qui marchent, utilisons-les. Et dans la mesure du possible, utiliser le cathéter en place. Essayez de limiter le nombre de cas de figure où il faut retirer le cathéter. L'idée étant d'éviter au maximum l'anesthésie générale. Nous avons mis en place un document technique. Il est disponible sur le site internet du ministère de la Santé espagnol et nous avons montré, nous avons pris le protocole britannique avec le rouge, le orange et le vert et nous avons copié ceci et cela montre les 3 niveaux d'équipement nécessaires, donc du plus léger au plus élevé. C'est très important d'avoir des checklists. Ce sont des checklists qui ont été développés par différentes sociétés, dont la WFSA et également la ASRA, et qui proposent des listes pour mettre les procédures de manière la plus sûre possible. Et ce n'est vraiment pas le moment d'innover. Il faut mettre en place des procédures sûres pour être le plus sûr possible et se protéger le plus possible. Voici un exemple de checklist de la Livebox et de WSA. Vous voyez que cela a été fait avec la checklist chirurgicale de l'OMS. Cela doit être fait avant que le patient n'arrive, avant même qu'il soit dans la salle d'op. Il faut que tout soit mis en place avant le transfert vers la salle d'op et il faut que l'on réponde à toutes les questions du patient et que l'on fasse attention à l'ensemble des étapes de préparation avant la procédure. Il faut que l'on pratique la mise en place de l'EPI. Il faut avoir des zones spéciales pour l'habillage et le déshabillage et il faut avoir la formation nécessaire pour s'habiller, se déshabiller et le reste de la procédure. Il faut qu'il y ait des plateaux spécifiques pour les zones contaminées. Pour éviter l'anesthésie générale lors d'un accouchement, essayez de mettre en place une péridurale ou une rachis avant. Donc, si vous mettez en place une rachis, vous mettez en place du bupivacaïne hyperbare, fentanyl et morphine. Faites en sorte que le DE95 soit en place. Et puis, attention à mettre en place une prophylaxie pour l'hypotension et pour la nausée et les vomissements. Parce que ça pourrait contaminer encore plus la salle d'op et donc l'ensemble des personnes qui s'y trouvent. Si vous mettez en place une péridurale, vous pouvez avoir 2% de lidocaïne et faites ce que vous avez l'habitude de faire. Nous, on a l'habitude de mettre de la lidocaïne, donc c'est ce qu'on fait, ou de la ropivacaïne. Mais la bupivacaïne peut marcher à 0,5% si vous n'avez rien d'autre vous pouvez faire ça. Et si votre péridurale ne marche pas, alors mettez en place une rachis d'abord. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faites une combinée, une péri
une épipérie combinée. Périrachie combinée, pardon. Ce qu'il se passe dans ce cas de la coagulopathie, il y a des marqueurs que l'on remarque et qui sont liés à la mycothrombose pulmonaire. Ce sont des incidents qui peuvent avoir lieu et c'est principalement chez les patients caucasiens. Ils ont plus tendance à développer ceci à la coagulopathie que les autres. La thrombose microangiopathique est une des caractéristiques et il y a aussi un développement du dédiamère. C'est très important lorsque les femmes sont enceintes, parce qu'ils ont une hypercoagulabilité. Et il y a beaucoup de raisons qui nous font penser que le patient va avoir un grand risque d'embolie pulmonaire. Et si on ajoute à cela les risques potentiels du Covid à la grossesse, cela augmente encore le risque. Il y a une possible corrélation au 3e trimestre de la coagulopathie et du Covid-19. Et on a vu que le D-dimer est déjà un problème, un marqueur de sévérité chez les patients non enceintes. L'embolie pulmonaire est une des causes de mortalité de la mère. Donc, ça pourrait l'être encore plus avec les patients atteints de la COVID-19. Et les associations d'anesthésistes, internationales, mais également au niveau national, nous donnent des recommandations pour l'utilisation d'héparine, d'HPBM, chez les femmes affectées de COVID-19 dans les 12 heures qui suivent. Mais prenez en compte le fait que si vous allez faire soit une rachis, soit une épi, gardez à l'esprit au moment de l'introduire, mais également au moment de retirer l'aiguille, de faire attention de ne pas augmenter les problèmes. Nous avons eu quelques problèmes avec le plus d'incidents de COVID-19 entre le 7 mars et le 14 mai. On a eu plus de 1000 accouchements et nous avons eu 25% de césariennes à ce moment-là et 39% chez les femmes atteintes de COVID-19. Nous avons eu 21 par voie basse et 90% d'entre elles étaient sous péridurale parce que nous incitions les femmes à avoir une péridurale pour l'accouchement si elles étaient atteintes de la COVID-19. Et une d'entre elles a eu une anesthésie générale et 2 d'entre elles ont eu une conversion. On est passé de l'arachie à l'anesthésie générale parce que à cause d'une hémorragie. Et seulement un patient sévère qui devait avoir une rachie est décédé à la suite d'une embolie pulmonaire. Alors, les messages à retirer de cela. La sécurité pour tout le monde. Si vous vous sentez en sécurité, alors vous serez plus compétent auprès du patient. Donc, un bon EPI, un bon protocole, une bonne checklist, une bonne simulation avant est important. Appelez les experts. C'est le moment de faire appel aux experts et de faire en sorte que la péridurale marche. La communication, très important. Les doses pour les rachis doivent être élevées, bonnes.
mettez en place des protocoles de routine et surtout essayez d'éviter au maximum l'anesthésie générale parce que et également du fait principalement de l'intubation et de l'extubation qui créent des aérosols. Souvenez-vous qu'il y a une coagulopathie spécifique et plus particulièrement chez les cas sévères, souvent quand il y a une embolie pulmonaire. Il y a aussi une anticoagulation systématique et surtout également faites attention aux intervalles et lorsque vous retirez les cathéters de péridurale. Merci beaucoup. I cannot hear you. Well, Je ne peux pas vous entendre. Donc maintenant, je vais passer le micro au docteur Sialous qui va vous parler du maintien de l'accès à la césarienne. Nous avons tous entendu parler de certaines femmes et de bébés qui ont dû repartir lorsqu'on suspecte de l'hôpital et pas être acceptés parce qu'elles étaient positives au Covid. Donc, merci Monica de nous partager votre expérience sur la question. Oui, une seconde. Bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez mon écran? Et le son est bon. OK. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation à participer à ce webinaire. C'est vraiment une expérience de comédier avec des personnes qui viennent d'ailleurs. Le sujet de ma présentation est qu'est-ce que nous avons appris de la pandémie de la COVID-19 ici au Brésil. En tant que brésilienne, bien sûr, et présente au cœur de ce pays, mais également mon expérience personnelle en tant que chef d'anesthésie dans une des plus grandes maternités du Brésil. Donc, les objectifs de ma présentation sont de présenter la situation actuelle de la COVID au Brésil, mais également de rapporter l'expérience de la gestion d'un département d'anesthésie dans l'une des plus grandes maternités du Brésil. Comme vous le savez certainement, et malheureusement, le Brésil est premier dans le nombre d'atteints de la COVID. Nous avons plus de 4 millions de personnes, de Brésiliens infectés et plus de 126 000 de personnes décédées, ce qui nous donne un taux de 1973 cas sur 100 000 personnes et 60 décès sur 100 000. Donc, la situation ici au Brésil est loin d'être idéale. Nous avons beaucoup de décès des mères et aussi en général des Brésiliens. Quels sont les problèmes principaux dans un pays comme celui-ci? La première chose, c'est qu'il est immense. Nous avons toujours des différences sociales et économiques énormes au sein des différents États, en fonction des États au sein du Brésil. C'est un peu comme s'il y avait plusieurs États dans un seul pays. Et la qualité de soins et le type de soins que vous recevez dépend véritablement de l'accès que vous avez aux soins. Et l'autre problème en tant que pays, c'est que nous avons toujours un problème d'alignement entre le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux. Et donc, on reçoit des règles, des directives différentes du niveau fédéral et du niveau régional.
Nous avons toujours un manque de disponibilité de tests, même dans les cliniques privées. Donc, parfois, nous avons les tests, mais nous n'avons pas assez de personnel et de temps pour tester les patients. Et puis, tout le monde le sait, partout dans le monde, c'est dans les journaux. Nous n'avons pas assez de... la population ne respecte pas suffisamment la quarantaine. Et donc, nous avons par conséquent une grande contamination et de nombreux décès. Et c'est le contexte dans lequel nous travaillons. Et ça peut être mieux ou pire en fonction de où vous vous trouvez au Brésil. Maintenant, quand nous avons étudié ces données et les dynamiques derrière ces données, nous avons vu que les choses sont plus simples pour nous. Tout comme le nombre de décès, mais également le nombre de nouveaux cas, la courbe semble descendre. Mais ces 6 derniers mois, ça a vraiment été terrible ici au Brésil. Et les anesthésistes étaient bien sûr en premier plan dans cette pandémie. Je vais vous parler aussi un petit peu plus de l'hôpital dans lequel je travaille. Je travaille dans un hôpital public et dans une clinique privée. Et je passe pas mal de temps ici à Santa Joana. Il y a 4 maternités Santa Joana au Brésil. Et on est l'une des plus grandes maternités privées du pays. Juste pour que vous le sachiez un petit peu, juste pour vous donner le contexte dans lequel je travaille, le premier hôpital a 70 ans. C'est un très grand hôpital. On a 400 000 naissances depuis le début et jusqu'à 15 000 par an dans un seul hôpital. Il y a 220 places adultes et 130 en soins intensifs néonataux, 1500 employés et 90 anesthésistes qui travaillent dans cet hôpital. Et je suis donc en charge de ce groupe d'anesthésistes. Le type d'accouchement, on en a parlé. Donc, on est à 89-91% de césariennes et nous avons un programme pour réduire le nombre de césariennes dans les cliniques privées. Mais pour le moment, nous sommes encore autour de 85-89% de césariennes. Donc, la règle générale ici, c'est lorsque l'on a un patient qui vient dans une clinique privée. Et ce n'est pas que à Santa Joana, c'est aussi dans la plupart des cliniques privées au Brésil. La plupart des patientes demandent une césarienne choisie. L'hôpital est très bien, la qualité du soin, malgré le niveau élevé de césarienne, est excellent, on peut le dire. Nous avons vraiment cette salle d'opération pour les césariennes, nous avons 3 salles d'accouchement, nous avons toutes les conditions pour véritablement permettre les meilleurs accouchements dans les meilleures conditions possibles. Les patients peuvent avoir accès à des analgésiques lors du travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, juste pour vous dire que nous sommes dans un contexte où la qualité de soins est excellente. On a tout ce qu'il nous faut pour donner le soin maximal à nos patients dans un hôpital privé comme celui-ci, une clinique privée comme celle-ci. Alors, en question de la Covid, comment est-ce que nous faisons dans ce cas, avec tous ces cas qui arrivent tous
tous les jours. Ce Ce qui est certain, c'est que cette maladie a un impact sur la santé, pas seulement sur la santé des patients, mais la santé des professionnels de santé également. Cela a un impact sur les relations sociales et sur l'économie. Donc, comment est-ce qu'on gère cela, ces problèmes? Il faut garder à l'esprit qu'il faut s'occuper des professionnels qui sont sur le terrain, mais également donner la meilleure qualité de soins pour les patients. Il a fallu être très rapide en termes d'éducation, être réactif et à mettre en place une discipline rapidement, des nouvelles routines. Le 15 mars, c'était le début et on a eu de plus en plus de patients avec la COVID-19. Donc, nous avons dû vraiment rapidement investir dans l'éducation du personnel pour que l'on puisse traiter les patients de manière sûre. Donc, nous avons rapidement mis en place des formations pour la mise en place de l'EPI, l'habillage et le déshabillage. Nous avons développé des systèmes séparés pour les patients atteints de la COVID-19. Et c'est toujours un peu un problème ici parce que nous avons bien conscience des patients asymptomatiques et ça peut être 10% des cas. Mais donc, quand nous le pouvons, nous effectuons un test sur tout l'ensemble des patients. Mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours un peu un problème, la question des tests. Ce n'est pas une question que nous n'avons pas les tests, c'est que nous n'avons pas le temps de les faire. Donc, mais nous avons quand même 2 systèmes séparés pour les patients asymptomatiques et les patients qui sont un cas confirmé de Covid. Nous avons également beaucoup de chance d'avoir un centre de simulation ici dans la clinique, mais nous travaillons aussi sur des simulations in situ pour la formation professionnelle et tout particulièrement au début de la pandémie. Nous avons changé nos politiques tous les jours. Donc, nous avons mis en place ces procédures in situ. Au fur et à mesure que nous travaillions, nous ajustions nos procédures. Et parmi ces 90 anesthésistes, j'en ai une dizaine qui ont une formation spécifique dans la simulation et qui nous ont véritablement aidés à mettre en place ces nouvelles règles sur la manière de s'habiller, de se déshabiller, etc. Parce qu'au tout début, l'ensemble des professionnels de santé étaient aussi très stressés parce que nous ne connaissions pas bien cette maladie. Donc, tout le monde avait peur de l'attraper. Donc, dans nos soins intensifs, les professionnels n'étaient pas habitués à s'habiller, à se déshabiller et à l'ensemble de la procédure par exemple, augmenter la ventilation, etc. Donc, nous sommes en formation constante de nos professionnels de santé pour améliorer les choses. Alors, les relations sociales, comme je l'ai dit précédemment, et c'est surtout vrai au début, c'était surtout vrai au début, tout le monde est très stressé. Tout le monde personne ne connaît cette maladie, nous ne savons pas à quel point cela va nous affecter. Donc, nous nous sommes occupés beaucoup des cas confirmés de Covid et nous avons parfois un peu laissé de côté les autres. Très souvent, les hôpitaux ont mis en place un hôtel, on louait des chambres d'hôtel à côté de l'hôpital et on proposait des nuitées gratuites pour le personnel de santé pour qu'ils n'aient pas besoin de rentrer chez eux
tous les soirs. Mais le fait de ne pas faire cela, c'était vraiment très difficile pour les professionnels de santé de ne pas avoir de temps de repos du tout, de temps personnel. C'était très, très dur. L'économie, alors, il y a du bon et du mauvais de ce côté-là parce que en tant que groupe, le groupe Santa Joana, nous savions que nous allions avoir des grandes difficultés au Brésil, que de nombreuses personnes allaient perdre leur travail, que cela allait avoir un impact sur l'accès à la santé privée, puisque s'ils perdent leur travail, ils perdent leur assurance privée. Et la manière dont, donc nous, en tant que groupe privé, nous avons mis en place un système pour donc nous nous ajustons toutes les 24 heures, nous ajustons notre programme en fonction du nombre de patients. Et nous avons besoin toujours d'avoir des personnes en stand-by, surtout en obstétrique, puisque il y a de nombreuses urgences ou du moins des cas inattendus. Mais pendant cette pandémie, nous avons tâché d'optimiser notre programme anesthésique, d'anesthésie. Et comme il a fallu qu'on retire tous les matériels qui sont régulièrement, normalement dans une salle d'opération, ont été enlevés. Maintenant, nous avons mis en place une nouvelle manière de mettre en place la salle d'opération qui est limitée. On limite en ne mettant dans la salle d'opération que ce qui est absolument nécessaire. Désolée Monica, nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pourriez passer à la suite, s'il vous plaît? Donc, les résultats, juste les encore deux diapos. Je voudrais vous montrer notre expérience pour 135 jours de pandémie de la COVID-19 ici au Brésil. Nous avions 5% de cas critiques qui ont dû être intubés et nous avons plus de 50% qui ont eu des problèmes de poumons avec des problèmes respiratoires. Nous avons eu 8 patientes qui ont une forme critique de la maladie et nous n'avons pas eu de perte, pas de décès pour le moment. Et la plupart des femmes ont pu rentrer chez elles sans complications et mais avec une diminution de la capacité respiratoire, donc elles étaient encore en train de se remettre. Voici les signes et les symptômes principaux que nous avons constatés. Donc la fièvre et puis après la toux et le nez qui coule. Donc j'aimerais finir ma présentation en vous donnant un message. Je voudrais vous dire que c'est vraiment compliqué en ce moment ici au Brésil. Mais comme nous avons une véritable camaraderie entre collègues, nous avons notre état d'esprit est bien meilleur qu'il n'était quand la pandémie est arrivée. Merci beaucoup. Thank you very much, Monica. And we are going, Merci bien, Monica. Nous allons passer directement à Dr. Reddit d'Addis Abeba, qui va parler de la gestion de l'anesthésie obstétricale et de la sécurité. Dr. Reddit Shemles Wakne, la parole est à vous. Good afternoon and good evening. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon où vous vous trouvez dans le monde. Et merci à Lifebox de m'avoir invité à prendre parole aujourd'hui. Je vais essayer d'être concise et d'éviter les répétitions pour que nous ayons le temps nécessaire pour le
discussion. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'anesthésie obstétrique à l'ère de la COVID-19 avec un accent sur la gestion et la sécurité. So I am from Ethiopia. Je suis originaire d'Éthiopie et je travaille à l'hôpital Gandhi d'Addis Abeba. Donc, je vais vous présenter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en Éthiopie. Et je vais d'abord vous présenter un point de vue global, puis plus spécifique. Essayer de répondre à la meilleure solution de protéger la sécurité des personnels de santé. Quelles recommandations on peut en tirer? Donc, le centre de ressources Johns Hopkins vous montre les données sur la pandémie. Les données datant d'hier indiquent que plus de 27 millions de personnes à travers le monde ont été contaminées et le nombre de décès s'approche des 900 000. Dans mon pays, hier, on avait 60 784 cas recensés et un nombre de décès de 949. Et ça a beaucoup affecté notre pratique clinique. Et je vais partager avec vous des données sur cet aspect particulier. Commençons avec les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que praticiens de l'anesthésie obstétricale dans les cadres avec des ressources limitées, en particulier l'exemple de l'Éthiopie. Commençons avec le manque de pays. Je pense que c'est un problème caractéristique des pays aux faibles revenus. Et même s'il y a eu des problèmes ailleurs, ce problème est critique dans nos pays. Il est difficile de se procurer l'équipement et de le commander. Ces EPI doivent être réservés à la pratique médicale et il faut en convaincre la population. Malheureusement, ce degré de conscience n'est pas toujours assez présent parmi la population parce que dans la pratique, à cause de ce manque de pays, des praticiens de santé se trouvent à proximité de patients potentiellement contaminés parce qu'ils n'ont pas accès à ces masques, par exemple. Du coup, il est difficile de maintenir la qualité des soins et la COVID-19 a créé des délais. Ça affecte les patients, en particulier donc les parturientes. L'autre problème, c'est que la plupart des opérations chirurgicales obstétricales ne peuvent pas être reportées. Donc, nous devons faire au mieux avec ce que nous avons à notre disposition. Il y a même un manque de recommandations et il faut plus de coopération entre le ministère de la Santé et les praticiens de la santé parce que les recommandations ne sont pas toujours appliquées et les soins qu'on apporte aux patients contaminés peut être compromis ou la sécurité des personnels de santé peut également être menacée. Parlons maintenant des effets indirects de la COVID-19 sur les personnels de santé. Je pense que il y a des effets évidents sur les patients et leur espérance de vie. Mais ce qui nous a le plus affecté en tant que personnel de santé, c'est que les ressources sont allouées à ce coronavirus et on a déjà très peu de ressources. Si en plus ces ressources sont détournées pour faire face
à la pandémie, nos patients décèdent, nos patients décèdent et certains auraient pu être sauvés. Et c'est ce manque de pays qui est en cause parce que des patients se voient refuser l'accès aux soins intensifs, à des dialyses, à la ventilation mécanique à cause de ce soupçon de contamination ou de tests positifs. Et le problème, c'est que ces patients auraient pu être sauvés. Il peut y avoir des complications liées au coronavirus, mais ces patients auraient pu être sauvés. Et puis, il y a aussi beaucoup de patients qui hésitent à venir à l'hôpital parce qu'ils ont peur du virus, ils ont peur d'être contaminés par les praticiens, par le personnel médical. Du coup, il y a beaucoup de patients qui n'osent pas venir à la réunion de suivi parce qu'ils ont peur de la contamination. Et du coup, les patients viennent plus tard, les complications sont plus graves parce qu'elles n'ont pas été détectées assez tôt. Et les pronostics sont moins bons. Et on est confronté à un risque de mortalité plus élevé. Donc voilà la situation auquel nous sommes confrontés dans mon pays. Venons-en maintenant aux considérations pour le travail et l'accouchement. Il faut autant que possible avoir un test avant l'hospitalisation. Il faut un dépistage avant l'hospitalisation, favoriser les procédures choisies, par exemple une césarienne planifiée ou un travail déclenché planifié. Et autant que possible, il faut une conversation téléphonique la veille de l'hospitalisation des patientes. Et la personne qui va être chargée de l'accouchement devrait être impliquée dans ce processus préparatoire. Il faut aussi améliorer les formations. Nous devons nous concentrer sur qui sera présent dans la salle d'accouchement et limiter le nombre de personnes autant que possible. Donc, il faut que ce soit le personnel le plus pertinent pour la procédure qui soit privilégié. N'oublions pas aussi la place de la parturiente, la future mère, parce que le risque de contamination est là pour elle aussi. Simuler des scénarios est vraiment très utile pour les patients, mais aussi pour le personnel de santé qui doit savoir comment s'équiper ou enlever l'équipement. Et ce type de simulation aide à former l'équipe, à rassurer les patients et à être préparé. Je pense qu'il est vraiment très important d'avoir un kit COVID à portée de main dans nos pays. En Éthiopie, donc, on a conçu un kit COVID pour la pratique obstétricale avec les procédures et les traitements en termes d'anesthésie. Du coup, ces kits pré-préparés sont faciles d'accès et ça simplifie la procédure. Parlons aussi des visites. Il est très important de limiter les visites, et ça n'est pas évident parce que cette visite à la nouvelle mère fait vraiment partie de la culture. Or, si on a trop de personnes, familles, voisins, etc., qui viennent, même si c'est la pratique, même si c'est la coutume, les risques sont augmentés avec le nombre de personnes qui viennent. Alors, la Fondation pour la sécurité des patients d'anesthésie a produit des recommandations pour les patientes qui ont testé positif ou qu'on soupçonne d'avoir le virus. Idéalement, il faut préparer une salle isolée, essayer autant que possible de planifier une césarienne
et essayer de gérer le timing. On peut parfois être obligé de faire des césariennes dans l'urgence, mais il faut essayer autant que possible de prévoir. S'il y a le moindre soupçon de contamination, il faut vraiment isoler ces patients et tous les personnels de santé en contact avec ces personnes doivent vraiment avoir accès aux EPI prévus. Pandémie ou non, il ne faut pas perdre de vue les procédures de sécurité et prendre le temps de s'équiper. Essayez autant que possible de privilégier l'analgésie péridurale. N'oublions pas que les péridurales ne présentent pas de contre-indication avec un test positif au COVID-19. Vaut mieux en fait avoir une anesthésie locale tout en sachant qu'il y a éventuellement un risque de recourir à l'anesthésie générale en cas d'urgence. Mais essayez de garder l'anesthésie générale pour les urgences. Donc, il faut vraiment bien communiquer, y compris avec les soins intensifs pour ces informations. Dans le bloc opératoire, il faut vraiment privilégier les personnes qui ont le plus d'expérience parce que la pratique des pratiques qui génèrent des aérosols présentent des dangers, donc il faut les limiter et laisser ces pratiques aux médecins les plus expérimentés. Une anesthésie générale et intubation doivent être utilisées en dernier recours. Il faut impérativement que les praticiens, les anesthésistes aient un masque de type N95 bien ajusté. Il faut également des visières, des blouses imperméables, des gants. Et il faut que le patient aussi soit équipé d'un masque chirurgical. Assurez-vous que vous suivez une checklist quand vous vous équipez ou quand vous enlevez les EPI. On a vu un certain nombre d'exemples de checklists adaptés à des scénarios de patients avec le COVID. Et il faut vraiment suivre ces procédures de sécurité. En cas d'urgence, quand il faut une anesthésie générale pour sauver la vie du patient, ou quand vous faites une préoxygénation, n'oubliez pas non plus ces procédures de sécurité. Actually open the airway and suction if needed. So if it's available to you, use a closed suction system. Si un processus de succion est nécessaire pour la ventilation, essayez d'utiliser un circuit fermé. L'extubation génère beaucoup d'aérosols, donc c'est vraiment le moment où il faut avoir le strict minimum de personnes dans le bloc opératoire. Et des procédures de gestion de l'extubation doivent être très rigoureuses. Et il faut que le personnel de santé soit complètement équipé d'EPI au moment de l'extubation. Quand il y a des procédures qui génèrent des aérosols, il faut que l'EPI complet soit porté. Il existe beaucoup de références à cela. Mais ce que beaucoup d'associations, de fédérations d'anesthésistes ont montré, c'est que il est nécessaire de suivre ces recommandations de sécurité dans les maternités. Vous pouvez consulter les sites de ces associations pour voir les procédures recommandées. De manière générale,
un équipement de protection individuelle complet est nécessaire. Pourriez-vous conclure, docteur, parce que nous arrivons à la fin de la période. Donc, même pour une anesthésie locale, essayez d'avoir toujours un masque chirurgical. Et il faut vraiment impérativement avoir le plus de pays possible pour les procédures générant des aérosols. Modéliser des scénarios à l'avance aide vraiment à être préparé et efficace. Et il faut vraiment aussi s'adapter autant que possible aux circonstances, surtout dans les pays à faible revenu. Clairement, cette pandémie a affecté la gestion de ces situations médicales. Essayez d'utiliser les ressources de protection à votre disposition pour vous protéger, pour protéger les patients. Donc, masque pour le patient, EPI pour vous, anesthésie générale autant que possible et autant de filtres et de protection. Requires the same care, and you should not lose the ones you can save. So just be reminded that. Gardez à l'esprit que le Covid-19 peut être présent, y compris dans des cas asymptomatiques, mais il ne faut pas que ça nous empêche de continuer notre pratique médicale car elle est essentielle pour nos patients. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous sommes quasiment à la fin de cette session, mais nous avons encore 15 minutes pour répondre aux questions. J'aimerais commencer par une question qui m'a été posée, qui est véritablement un défi clinique pour l'ensemble, pour nous tous. On a l'impression que on dit tous la même chose, on a l'impression qu'on s'est consulté pendant une semaine complète pour faire la présentation. COVID-19 positive mother in label develops. Non-restoring fetal heart rate pattern. On a plusieurs COVID-19, déficience respiratoire, et autres symptômes. Que doit-on vous mettre en place? Je vais résumer. C'est une personne qui est en train d'accoucher. Le cœur de l'enfant n'est pas bon, le rythme cardiaque n'est pas bon. On doit faire une césarienne d'urgence. Quelle est la meilleure technique à mettre en place? On fait une rachie ou bien on fait une anesthésie générale, sachant que c'est affaire d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la meilleure chose à faire? Ici, au Brésil, on essaierait de faire une rachie d'abord. Si on pense qu'on a des chances de réussir la rachie anesthésie, mais moi je dirais que au vu de ce que nous avons vécu ici, le scénario clinique n'est pas toujours en ligne avec l'examen. Nous avons un peu de tout ici, vous savez. Nous avons des patients dont 15% de la capacité respiratoire semblait être à l'IRM, apparaissait comme endommagée et pourtant, il n'avait pas de problème pour supporter la rachie. Donc, et d'autres patients, parfois, certains cas, comme la mère avait un niveau respiratoire très bas,
40 respirations par minute, par exemple. On a dû l'intuber, on n'avait pas le choix. On l'a intubé et ensuite, on a sorti le bébé juste après. Donc, je pense que ça dépend véritablement du cas clinique à chaque fois. Mais c'est très difficile de se projeter dans un cas spécifique. Parce qu'il y a une différence entre ce qui sort à l'IRM et l'état clinique général. Dr Shah et Dr Himet, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cela? Dr Shah, votre micro, s'il vous plaît. I agree with Dr. Monica. Je suis d'accord avec Monica. Ça va dépendre de chaque femme. Une autre, si c'est très urgent, le niveau d'urgence va également jouer dans ce cas-là. Si on peut mettre en place une rachianesthésie rapide, alors il faudrait le faire, c'est sûr. Mais parfois, ce n'est pas possible parce qu'il faut prendre toutes les précautions nécessaires et il faut du temps pour faire une bonne rachie. Et puis, la question de l'hypotension peut être un problème également. Donc, il y a plusieurs problèmes qui peuvent surgir également avec le choix de la rachie. Après, si on décide de faire une anesthésie générale, la difficulté, c'est est-ce que ce patient va pouvoir s'en sortir ou non? La question se pose véritablement si on fait une anesthésie générale. Docteur Elliott, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cela, à cette question, à ce... Moi, je pense que ça dépend de la présentation clinique du patient. Si on a découvert la COVID-19 tôt dans sa grossesse ou pas, ça dépend de son niveau respiratoire. Et dans ce cas-là, ça peut être compliqué de mettre en place une anesthésie générale. Mais si elle a des... Par exemple, si elle peut s'asseoir correctement, alors même si elle a une déficience pulmonaire, cela peut valoir la peine quand même de mettre en place une rachie. Donc, je pense que ça dépend vraiment du niveau des symptômes et de son état clinique général et de son niveau de stress également, son niveau d'atteinte par la maladie. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter personnellement... Dans cette question que je vous ai posée, il est important d'avoir à l'esprit, et c'est quelque chose que l'on a déjà présenté, c'est la question de la communication. Communication au sein de l'équipe. Il faut essayer au maximum d'éviter une césarienne de catégorie 1. Si vous n'êtes pas habitué avec les catégories, la catégorie 1, ce sont les césariennes qui mettent la mère ou le fœtus sont dans un risque vital. Et une catégorie 2, c'est qu'il y a un risque pour la mère ou pour le fœtus, mais pas un risque vital. Donc, si nous sommes dans ces césariennes de catégorie 1, il faut mettre en place la technique la plus rapide que l'on peut mettre en place en sécurité. Et donc, dans ce cas particulier qui ne semble pas si urgent, alors je choisirai une rachie. Une rachie rapide, bupivacaine, morphine et herphine. Je pense que, et pour la gestion de l'hypotension, je mettrai de l'éphédrine avant de poser la rachie, de l'éphédrine si vous en avez sous la main, sinon de la phényléphérine parce que c'est mieux du point de vue du fœtus, et même si vous avez une pompe à infusion continue, vous pouvez en mettre de l'éphédrine dedans pour limiter les risques d'hypotension. Voilà, ça, c'est mon avis.
Il y a eu plusieurs questions et l'une des dernières qui a été posée, c'est quelle est pour la question de la prévention néonatale, quand on a fait tout ce qu'on pouvait pour éviter la transmission verticale et que l'on a un bébé en bonne santé. Comment est-ce que l'on fait en sorte que le bébé n'attrape pas la COVID-19? Est-ce qu'il y a des protocoles que vous avez mis en place dans vos pays par rapport à cela? Yes. Oui. Actually, in our country, Oui, dans notre pays, that is Indian Council of Medical Research, they have created a protocol nous avons créé un protocole pour la mère et l'enfant. that is again helpful to that baby should come positive. But even breastfeeding is allowed for this Nous autorisons quand même le sein, mais on demande à la mère de prendre toutes les précautions nécessaires et d'avoir un niveau d'hygiène extrêmement élevé pour éviter la contamination. Donc, nous mettons en place toutes les précautions possibles pour essayer d'éviter la contamination de la mère à l'enfant. D'autres commentaires? Oui, au Brésil, nous n'avons pas vu de transmission verticale du tout. Nous avons des bébés qui sont infectés et nous choisissons de ne pas séparer le bébé de l'enfant. Nous essayons de faire en sorte qu'il soit à 2 mètres à 2 mètres l'un de l'autre et nous disons à la mère de porter un masque lorsqu'elle allait. Dr. Hediet, ici en Éthiopie, la Société éthiopienne pour les gynécologues a mis en place une recommandation qui suggère que si un petit bébé ne peut pas entrer, ne peut pas être mis en soins intensifs s'il a des signes de Covid. Ils ont mis aussi une recommandation sur l'allaitement. La mère doit porter un masque et s'être bien lavé les mains avant de donner le sein. Et la même procédure est à mettre en place pour les mères qui tirent leur lait. Donc, quand on tire le lait, il faut bien stériliser, bien sûr, le tire-lait, mais également porter le masque et faire une bonne hygiène des mains. Il en est de même en Espagne. Je pense qu'il nous reste que quelques minutes avant la fin. Donc, j'aimerais faire une dernière question qui me semble importante. Est-ce que certaines de vos pratiques obstétriques ont été mises au défi? Est-ce que vous pensez que parfois la qualité, la santé du patient a été mise en danger du fait du Covid? En Espagne, c'est clairement le cas. Ça a été un véritable défi pour nous. Dr. Elliott, oui. Je pense que je l'ai mentionné dans ma présentation déjà un peu cela. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est une patiente qui avait la COVID-19. J'ai eu des patientes qui n'ont pas pu accéder à une dialyse postpartum parce qu'elles n'avaient pas leurs résultats de Covid, elles n'étaient pas encore arrivées. Parfois, il faut 5 jours avant d'avoir les Covid et une mère ne peut pas attendre 5 jours avant de recevoir les soins dont elle a besoin, ou bien ils n'ont pas été acceptés en soins intensifs parce que certains hôpitaux n'ont pas de soins intensifs spécifiques pour le Covid et donc ils n'ont pas pu accéder aux soins intensifs. Et parfois, même certains professionnels de santé
ne se sentent pas à l'aise avec certains patients atteints de la Covid. Donc, il y a vraiment un problème dans la qualité du soin donné à certains patients atteints de la Covid, sans aucun doute. Je suis d'accord. Dans le pays, pour sûr, nous avons eu cette question également. Dans la clinique, nous avons constaté que certains médecins ne viennent pas pour des patients. Voilà, certains gynécologues ne voient pas des patientes parce qu'elles ont la Covid et donc c'est un interne qui s'occupe d'elles. Donc, bien sûr, si ce n'est pas le gynécologue qui les a suivies pendant la grossesse, je dirais que la qualité de soins est toujours la même quand même parce que nous sommes très habitués à travailler avec des personnes différentes. Mais vous savez, c'est vrai que parfois on a quand même des petits problèmes, on ne voit pas une préclampsie parce qu'on est juste tellement concentré sur la Covid-19 qu'on oublie le reste. Et donc nous essayons de faire en sorte de vraiment tout faire pour que tout vérifier et que ça se passe bien. Mais une des choses que nous avons constatées dans nos données, c'est que ça augmente le nombre d'unités de sang qui ont été utilisées dans l'hôpital. Au début, nous n'avions pas pensé à ça. Nous n'avons pas pensé que ça pourrait être un problème chez les patients atteints de la COVID-19. Mais dans les patients dans un état critique, on a vu les problèmes de coagulation et des anticoagulants qui ne sont pas au niveau où ils devraient être. Et donc nous consommons plus de sang dans les hôpitaux, sans aucun doute. Et nous essayons de voir si cela est lié à la COVID-19 ou si il y a quelque chose, enfin, si c'est juste un problème, un autre problème. Donc, on est encore en train d'essayer de comprendre d'où ça vient, mais on constate qu'on consomme plus de sang. Donc, il est 18h01 et nous devons conclure ce webinaire très intéressant. Enfin, j'espère qu'il était également intéressant pour vous. Et j'aimerais remercier tous les membres du panel aujourd'hui et remercier vraiment profondément Livebox et WFSA qui nous ont permis d'avoir ce webinaire aujourd'hui. Et nous voulons remercier l'ensemble des professionnels de santé à travers le monde qui travaillent en première ligne pour essayer de combattre cette pandémie. Nous sommes à vos côtés. Il y aura une version enregistrée vidéo et audio de ce webinaire sur le site de Livebox, livebox.org, la semaine prochaine. Et toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire recevront un email avec un lien vers l'enregistrement. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Thank you. Merci.